Et c'est la deuxième et dernière partie de 120% News. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h avec une nouveauté. À partir de ce soir, qui va vous convaincre? Tous les soirs, 4 personnalités avec nous, journalistes ou non, 4 points de vue différents, 90 secondes pour convaincre les autres participants à la tablée. Ce seront essentiellement, bien sûr, des sujets politiques. Les convaincre qu'il a raison dans son point de vue. Alors ce soir, nous sommes avec Christophe Barbier qui va reparler des ratés de la vaccination. Olivier Véran doit démissionner, ce que nous dira Christophe Barbier. Le docteur Taureau sur ces 35 citoyens tirés au sort pour se prononcer sur la stratégie vaccinale. Comité inutile selon lui. Julie Graziani, 36 heures pour stopper 2500 fêtards en Bretagne. L'échec du ministre Darmanin. Et puis Radia Bakouche, si les églises sont ouvertes, faisons de même avec les théâtres et les cinémas. Qui va vous convaincre? C'est parti. On va commencer, qui va vous convaincre, avec Christophe Barbier, les ratés du début de la campagne de vaccination. Explication d'abord, Christophe, avant d'écouter votre point de vue. Explication, justification, signé Olivier Véran. Alors je ne peux pas vous donner de chiffres sur la journée d'aujourd'hui, je peux vous dire plusieurs milliers. C'est une fourchette approximative, puisqu'il y a un système d'information qui est rempli en fin de journée de vaccination, comme ce sera le cas ici à l'Hôtel-Dieu. Et donc les informations nous sont remontées le soir et elles seront publiées le lendemain. J'entends qu'il y a une partie de l'opposition qui s'élève contre la lenteur. Nous avons, de toute façon, vous le savez, et j'avais décidé d'accélérer cette campagne vaccinale en étendant les cibles prioritaires aux soignants sans attendre d'avoir terminé de vacciner dans les EHPAD. Vous avez entendu les explications d'Olivier Véran. Qui va vous convaincre qu'Olivier Véran doit démissionner? C'est Christophe Barbier. 90 secondes pour écouter vos arguments, Christophe. Bien d'abord, un argument de responsabilité. C'est l'administration visiblement qui est défaillante, qui est responsable de ce fiasco du démarrage du vaccin. Qui est le chef de l'administration dans notre pays? C'est le ministre qui est en charge de cette administration. Olivier Véran, au nom de sa responsabilité pour l'administration de la santé, doit démissionner. Il n'a pas démérité, mais il doit assumer. Rappelons-nous que le général de Gaulle avait suggéré un jour, sans l'obtenir, la démission du garde des Sceaux parce qu'un prisonnier s'était échappé. Ensuite, au nom de l'efficacité. On voit bien qu'il faut changer complètement de stratégie, remettre à place ce qui a été fait. Le ministre qui a mis la stratégie en échec en place ne peut pas être le ministre qui la corrige. Il faut donc trouver quelqu'un qui fasse ce travail à sa place et qui incarne une autre stratégie. Il se trouve que je l'ai, cette personne, quelqu'un qui a déjà occupé le poste de ministre de la Santé, qui avait mis en place des vaccinodromes, qui sait comment appliquer une autre stratégie. Il s'agit de Roselyne Bachelot, c'est un remaniement facile. Et puis enfin, un argument d'habileté de la part d'Emmanuel Macron, le ministère de fusibles. Le chef de l'État, c'est le président de la République. S'il ne veut pas être accusé de ce démarrage raté, il faut qu'il en tire les conséquences pour les équipes qui sont en dessous. Ça permettrait aussi à Emmanuel Macron de reprendre la parole, de reprendre la main dans cette bataille décisive contre le virus. Alors bien entendu, une démission ne sert à rien si elle est seule. Il faut un changement de stratégie. N'oublions pas le mot ironique de Jules Renard. Le ministre de la Guerre a démissionné. La guerre est donc supprimée. Bien entendu, le plus important, c'est le changement de stratégie. Mais le changement de ministre, ça permet de donner un nouveau souffle à la stratégie. Et il a terminé 3 secondes avant la fin du décompte. Alors, convaincant, Christophe Barbier, est-ce qu'Olivier Véran doit démissionner? Julie Graziani. L'argument selon lequel il y aurait un changement nécessairement induit par cette modification de la nomination me laisse un petit peu perplexe. Christophe, est-ce que vous pouvez développer sur ce point? C'est un changement de stratégie qu'il faut faire. À partir du moment où on change de stratégie, c'est-à-dire que la lente montée en puissance, on commence par les personnes âgées des EHPAD, en ignorant celles qui ne sont pas dans les EHPAD, en oubliant les soignants, puis en corrigeant. On change complètement de stratégie. Si on veut que la nouvelle stratégie soit efficace, rattrape le retard, on ne peut pas garder le même ministre. Voilà, non mais donc en fait, c'est pas une question de personne, c'est une question de stratégie. On passe de la vaccination ciblée par étapes progressives à des vaccinations généralisées pour tous ceux qui veulent bien et le plus vite possible. Tous les volontaires, avec uniquement un critère d'âge pour la priorité, que vous ayez 85 ans en EHPAD ou hors EHPAD, ça ne doit pas faire de différence, vous êtes prioritaire. Si vous avez 45 ans sans risque supplémentaire, vous attendrez votre tour. Si vous êtes volontaire, vous passerez avant, évidemment, les non-volontaires. Et est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est peut-être plus intéressant d'un point de vue sanitaire global que des gens jeunes et dans la vie active se fassent vacciner prioritairement aux autres, parce qu'ils sont plus à potentiel de circulation du virus que les gens qui sont en EHPAD? Le premier objectif, c'est de désengorger les hôpitaux, d'éviter la surcharge de la réanimation. Donc commencer par les plus fragiles est logique. Juste derrière, il faut
faudra mettre les actifs qui sont responsables de la circulation du virus souvent, mais qui surtout doivent faire redémarrer l'économie. Donc il faut les protéger très très vite. Par ailleurs, changer de stratégie de cette manière et avoir un ministre ou une ministre neuf, ça permet de remettre sur la table le passeport sanitaire, voire l'obligation vaccinale, sans être lié par les engagements du ministre qui viendrait de partir. Radia Bakouche, présidente de l'association Coexister. Convaincue ou pas? Alors pas totalement, parce qu'il m'a manqué un mot, le mot confiance, parce que je pense qu'en dehors de seulement le changement de stratégie ou même d'un changement de ministre, c'est plutôt un rétablissement de la confiance qu'il est nécessaire d'apporter dans cette stratégie vaccinale et dans cette stratégie, dans cette lutte contre ce virus. Il m'a manqué ce mot confiance. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Barbier, du coup? La confiance, elle peut venir de deux manières. D'abord par une pédagogie scientifique, confiance dans le vaccin, et de ce côté-là, le gouvernement a été très timide. Le fait d'aller lentement, ça donne presque raison aux anti-vaccins. Vous voyez, s'ils vont lentement, c'est bien que ce vaccin est dangereux. Donc c'était une première erreur. À côté de cette pédagogie scientifique, il faut la confiance dans l'exécutif, dans le politique. Ça ne peut être incarné que par Emmanuel Macron. Ces sondages ne sont pas catastrophiques, mais on voit bien que ça sera très difficile pour le politique de restaurer cette confiance avant 2022. Docteur Taureau? Vous m'avez convaincu, j'étais convaincu bien avant, mais c'est parfait. De virer Véran? Hein? De virer Véran? Oui, de virer Véran. Quand on est dans un échec et la crise est toujours présente, on enlève celui qui ne marche pas. Et ça ne marche pas. Et comme mes collègues le disaient, en fait, on va le remplacer, mais on va le remplacer par qui et comment? Parce qu'il va falloir non seulement accélérer, mais rattraper le retard, ce qui va être très compliqué. Maintenant, de facto, le président de la République a fait comprendre que ça n'allait pas assez vite, que c'était un fiasco. Donc, de facto, il enlève le ministre de la Santé. Il n'y a même pas à discuter. Mais sauf que derrière, il va falloir mettre des gens, enfin, qui sont du terrain et qui comprennent ce qui se passe. Parce que ceux qui nous dirigent là-haut, et on en parlera plus tard, ne comprennent pas ce qui se passe sur le terrain. Ne savent pas, il y a 40% de gens qui veulent se faire vacciner. Et qu'il aurait fallu tout faire. Mais c'est peut-être pas le problème là. Mais pour faire vacciner rapidement, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. C'est un échec total, encore une fois, sur la vaccination. Il y en a marre des échecs. Il faut un peu de réussite. Ce monsieur, qui est pourtant un de mes collègues, n'a pas marché, n'a pas réussi. Mais donc c'est pas une question de Véran ou pas, finalement? Parce que tout se décide en Conseil de défense et pas tellement au ministère de la Santé. Donc, moi, je veux bien que Barbier fasse de Véran un fusible, mais ça ne reste qu'un fusible, Olivier Véran. Donc, en virant Véran, je pense que c'est plutôt au président de la République, c'est pas à lui de changer de logiciel, plutôt de stratégie. Sauf à imaginer un ministre qui est suffisamment de poids, et Roselyne Bachelot peut en avoir, pour dire, moi, pardon, je prends le poste, mais c'est à mes conditions, et c'est avec cette stratégie, et pas une autre, parce que sinon, il n'y a que des coups à prendre. Ouais, enfin, moi, j'aime pas trop parler dans le passé. Madame Bachelot, était H1N1, j'étais là à l'époque, c'est moi qui l'ai fait, c'était il y a 10 ans, il y a eu aussi des erreurs de fait. J'aimerais bien qu'on avance un peu, qu'on aille chercher toujours dans le passé des gens, alors que dans le futur, il y a plein de gens qui sont très brillants. Arrêtons d'aller chercher quelqu'un qui est présent il y a 10 ans, qui est dans un autre ministère, qu'on va remettre là. Non. Quand il s'est agi de reconstruire Notre-Dame, on a confié cela à un militaire. Est-ce qu'il faut le faire pour une opération de ce genre où il s'agit de déployer une campagne, c'est le même mot que pour les militaires, une campagne de vaccins? Peut-être. En tout cas, quel que soit le nouveau ministre ou la nouvelle ministre, il ne peut rien faire sans les élus. Donc les maires se sont portés volontaires pour organiser, pour se faire vacciner. C'est à eux maintenant qu'il faut passer le ballon. Le ballon, c'est un congélateur plein de vaccins. Il faut quelqu'un qui ait du charisme et qu'on l'écoute et qu'on le croit. Aujourd'hui, on ne croit plus. C'est ça le problème. Il faut quelqu'un qu'on sente qu'il dit la vérité. On nous a trop menti depuis le début. Il ne faut plus mentir. Et je pense que le départ de Véran signera les mensonges qui ont été effectués depuis pratiquement une année. Oui, mais si vous virez Véran, le changement de stratégie, c'est pas uniquement un changement de stratégie vaccinale et Covid, c'est aussi un changement de stratégie qui doit remonter dans toutes les strates de l'État. C'est aussi un changement de stratégie dans les strates du haut et dans les strates du bas. C'est-à-dire qu'il faut revoir aussi le fonctionnement des ARS. Est-ce que c'est le moment finalement, est-ce que c'est le moment finalement de se payer une crise avec un changement de ministre de la Santé alors qu'on est en train d'avancer sur la vaccination? Je pense pas que ce soit le bon moment, Christophe Barbier. Général, vous mettez d'abord un groupe électrogène, puis après vous changez votre circuit électrique. Le groupe électrogène, c'est cette nouvelle stratégie vaccinale. Là, pour l'urgence, pour le Covid, le changement de circuit. Parce que je veux dire, le chapeau pour Véran, il me paraît un peu grand. Bien sûr, c'est l'administration, mais c'est sa responsabilité d'assumer et de partir. Le changement complet de stratégie et même de culture étatique dans ce pays, c'est la campagne présidentielle qui doit en débattre et le quinquennat suivant qui doit le mettre en place. Mais Christophe, ce qui est un peu navrant, c'est que c'est toujours pareil, c'est le ministre qui va payer, alors qu'au fond, les lenteurs résultent certainement de décisions de l'ARS à un niveau administratif qui, lui, ne changera pas, parce que quelqu'un là-bas s'est dit, il faut absolument qu'on ait toutes les attestations, comme quoi ils sont bien d'accord pour être vaccinés, sinon on aura des problèmes. Et que ça risque de rester. Oui, sauf que l'ARS, c'est le bras armé directement du ministère de la Santé. L'ARS, c'est pas une collectivité, c'est quelqu'un qui, théoriquement, devrait écouter le ministère de la Santé. Si l'ARS dysfonctionne, c'est parce que ça remonte jusqu'à Olivier Véran. Il y a eu une autonomie des ARS parce que le ministère de la Santé gère rien du tout. On l'a bien vu. Cette direction qui est en haut ne marche pas.
Et c'est bien que vous avez raison, il faudra qu'on parle après peut-être mettre un niveau de santé à une collectivité, descendre d'un cran pour être plus près des citoyens. On est trop loin du citoyen aujourd'hui, et ce qui aboutit à ça, et ce qui aboutit aussi à la défiance. Mais justement, c'est du coup un changement de stratégie, un rétablissement de la confiance. Mais est-ce que tout un changement à la fois ministériel, des ARS, etc. permettra ça, surtout quand on est dans un souci de temps actuellement pour que ça fonctionne? Vous avez raison, ça ne va pas changer parce qu'il y a des grosses modifications à faire. N'empêche qu'il y a une exemplarité. Ouais. On est parti encore pour un an. Il ne faut pas rêver à la vitesse où ça va. Et donc, est-ce qu'on va rester avec ceux qui ont été le témoin de l'échec et qui sont en poste et en fonction? C'est quand même le plus haut niveau, ministre de la Santé. C'est un échec. On le remplace, ça ne va pas changer énormément, mais peut-être que ça nous prouvera au moins qu'ils reconnaissent leur erreur. Parce que le problème jusqu'à présent, c'est qu'on a une gestion idyllique de cette crise. Quand on écoute tout le monde, c'est très bien, on est les meilleurs, les autres sont pas bons. Ben, je m'excuse, on n'est pas les meilleurs, et s'il faut que les médecins, les 2 millions de soignants témoignent, ils témoigneront. Donc en effet, c'est plutôt symbolique, parce qu'on ne pourra pas changer, vous avez raison, mais la symbolique, des fois, l'importance dans l'adhésion à des décisions. Est-ce que Barbier vous a convaincu? Est-ce qu'il faut virer Olivier Véran ou pas? Il m'a convaincu sur le changement de stratégie. Je reste toujours réservée sur le changement nominatif. De même. Ouais. Mais c'est mieux que le contraire. Ah, bien sûr, bien sûr. L'essentiel, c'est le changement de stratégie. Moi, je ne peux pas, en tant que soignant, et je parle à un médecin, puisque Olivier Véran est médecin, voir tout ce qu'il a fait et comment ça se passe. Médicalement, je ne peux pas le soutenir. Et théoriquement, c'est mon chef, c'est le ministre de la Santé, j'ai personne au-dessous. Donc je trouve que mon chef a fait des erreurs, je dois vous dire, et qu'on fait une erreur, surtout dans une pandémie où il y a des décès, on doit l'assumer. Ah ben justement, donc Véran, pour le moment, on verra, mais j'ai l'impression que ça a manqué peut-être un petit peu de mordant, parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas virer Macron. Or, pour le moment, tout est décidé par Emmanuel Macron. Reconnaissons qu'en 1940, on a changé Gamelin pour mettre Végan, ça n'a pas arrangé nos affaires. Après Olivier Véran, deuxième thème de qui va vous convaincre, et on va rester sur le domaine de la santé, et des citoyens et de la vaccination. Et on va réécouter Emmanuel Macron parler de quoi? Parler de ce comité citoyen chargé d'accompagner la stratégie vaccinale. Belle usine à gaz. Un comité scientifique sera chargé du suivi de la vaccination. Un collectif de citoyens sera aussi mis en place pour associer plus largement la population. Et ça, c'est le point de vue maintenant du docteur Ludovic Toro, ce collectif chargé d'accompagner la stratégie vaccinale, défendu par le président de la République. 35 citoyens tirés au sort, c'est en ce moment même, et qui vont être pris en charge par le Conseil économique, social et environnemental. Ah, une superbe idée. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi puissant dans une pandémie. On va prendre 35 personnes au hasard, on va les tirer dans un chapeau, dès qu'ils sont pour, dès qu'ils sont contre, et ça va tout changer. C'est superbe. Mais c'est quoi cette vision de la médecine? On est la 6e puissance mondiale, et donc ça veut dire que le ministre de la Santé, il sert à rien. Le directeur général de la Santé, Salomon, il sert à rien. Le conseil scientifique qu'on avait mis en place en mars, il sert à rien. Et on va aller chercher quelques Français pour peut-être expliquer à ces gens-là comment on pourrait mieux se faire vacciner. Mais attendez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà 40% qui veulent se faire vacciner. Donc déjà, vaccinez-les, ces gens-là, d'accord? Et puis arrêtons de faire des comités citoyens, parce que moi, je me pose une question. Qui sont les représentants des citoyens? Il y a bien des députés qui sont la majorité présidentielle. C'est à eux de remonter et de dire ça au gouvernement. On croit que les députés ne représentent plus du tout les citoyens et qu'il n'y aurait qu'une tête pensante qui descendrait l'avis aux députés. Je suis désolé. Les citoyens donnent l'avis aux députés de la majorité présidentielle qui vont donner tout ce qu'ils ressentent au niveau. Mais mettre ça encore en place, ça ne sert à rien. Nous sommes dans un virus qui est de plus en plus contagieux. L'Allemagne est à pratiquement 300 000 vaccinations au jour. L'Angleterre à 1 million et nous, on est à quelques centaines. Et on est content, ça avance tout doucement, c'est un marathon. Non, c'est pas un marathon. Donc je pense que moi, je proposais autre chose d'ailleurs. Plutôt que de se mettre 35 personnes, allez, je propose 35 médecins généralistes, d'accord? On va lui expliquer pourquoi personne ne veut se faire vacciner, comment on ferait mieux de se faire vacciner. Donc aujourd'hui, ce comité ne sert à rien, c'est beaucoup trop tard. Il avait été annoncé en novembre, on le met seulement en place maintenant, et ben ça témoigne de la lenteur et de la réactivité sans aucune anticipation de ce gouvernement au point de vue de la santé publique et de la gestion de cette pandémie. Et ces 35 devront rendre une première conclusion à partir du... Non, il se réunira
le 16 janvier, ce groupe de 35 citoyens, en vue d'un bilan attendu cet été. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, ça ne sert à rien, ce comité de 35 citoyens sur la vaccination? Je pense que ça permet aussi d'avoir des citoyens qu'on convainc, pour écouter les arguments qui représentent une partie de la société française, Civile, oui. La société civile. Mais effectivement, ça pose la question de l'Assemblée nationale, des députés, des élus, qui sont censés justement faire remonter les avis de la société française. Donc ça, je suis d'accord avec vous. Mais, on l'a bien dit tout à l'heure, il y a un manque de confiance dans les personnalités politiques. Et donc, on a alors attendez, vous êtes d'accord avec le docteur Taureau pour supprimer ou pour garder? Parce que vous dites quand même, c'est bien d'avoir des citoyens dans une instance quand même. Alors justement, ça dépend ce qu'on en fait de ce comité citoyen élu, et tiré au sort. Ça dépend qu'est-ce qu'on lui demande. Est-ce qu'on lui demande de faire la stratégie, de donner son point de vue sur la stratégie, ou alors de se poser des questions. Le panel formé respectera les critères d'âge, de genre, de région et de résidence. Il assurera une bonne représentativité des positions des personnes tirées au sort. Attention, ce collectif citoyen n'est pas décisionnaire. Il nourrira le pouvoir exécutif et législatif dans la campagne de vaccination et ajustera les réponses qui doivent être apportées aux Français. Voilà précisément ce qu'on attend de ce comité. Non mais sérieux. Je vous dis, on est en pleine pandémie, ça grimpe, et là, dans le 15, ils vont se réunir pour la première fois pour faire quoi? Pour essayer de faire comprendre au président ou au gouvernement pourquoi les gens ne veulent pas se faire vacciner? Pour mettre comment on met en place tout ça? Mais attendez, il y a longtemps qu'on aurait dû faire ça. Demandez au médecin généraliste, je vais lui expliquer pourquoi ça ne marche pas. Parce que ça fait 1 an qu'on a une communication catastrophique. Ça, on a fait erreur sur erreur. Maintenant, ces 15 citoyens n'auront aucun pouvoir, d'accord? Je pense franchement, au niveau médical, il y a une urgence aujourd'hui. Tous les médecins le disent, de toute façon, il faut vacciner rapidement. C'est un problème aujourd'hui technique pour faire vacciner les 40%. Et quand on aura fait vacciner les 40%, vous verrez que ça fera grimper. Parce qu'on a déjà 40 plus 15% déjà de gens contaminés. Donc mettre ces citoyens... la Convention citoyenne pour le climat, elle est bonne. C'est l'inspiration. Julie Graziani. J'allais en parler, absolument, parce que moi je partage votre avis, je suis complètement contre ces comités citoyens qui sont là pour se donner bonne conscience. Et au fond, c'est quoi? C'est l'aveu du pouvoir politique, de ce qui se dépouille lui-même d'une part de son autorité, comme s'il n'avait pas confiance en sa propre capacité à inspirer confiance. Et c'est pour ça que l'argument de la confiance ne peut pas tenir, parce qu'il se retourne tout de suite contre son promoteur. Ces gens qui sont des citoyens ne sont pas des sachants, ils n'ont pas l'habitude d'exercer le pouvoir. Tout ce qu'ils peuvent, c'est donner leur avis, comme vous et moi, à titre de débat, à titre d'opinion. Mais on ne mène pas une politique avec ça. Ça participe, ils ont tout loisir de donner leur avis, comme vous et moi. Ils peuvent écrire des tribunes, ils peuvent faire... Voilà. Mais ça ne doit pas être mis dans un processus institutionnalisé. Sinon, le message qui est envoyé, c'est moi, politique, je ne suis pas très sûr. Attendez, sauf que vous faites comme si une crise n'avait pas existé, qui s'appelle la crise des Gilets jaunes. Vous faites comme s'il n'avait pas existé ce besoin de représentativité, de consultation permanente, en se disant même l'Assemblée nationale, ils sont aux ordres, la majorité, c'est des godillots. Donc finalement, installer des citoyens au cœur du pouvoir, même s'ils ne sont pas décisionnaires, c'est aussi un moyen parfois de se faire quand même tirer un peu l'oreille ou que l'élite se fasse tirer l'oreille. Il est tout à fait important d'entendre ce cri d'alarme sur la démocratie représentative et de répondre par des innovations de démocratie citoyenne. J'y suis très attaché. C'est pour ça que je considère que la conférence citoyenne sur le réchauffement climatique, malgré tous ses défauts, ses imperfections, est un prototype intéressant. Mais ce n'est pas du tout ce à quoi nous avons affaire ici. 150 citoyens qui, pendant des semaines et des semaines, ont travaillé, ont bûché avec des interlocuteurs, avec ce que ça veut dire d'apprentissage, pour être un peu plus sachant, avec ce que ça veut dire parfois aussi de jeux tactiques, de lobbying, de manipulation, enfin bref, tout ce qui vient compléter la réflexion démocratique, c'était intéressant. On va voir ce qui aboutit avec la loi sur le climat et l'éventuel référendum. Mais là, c'est pas du tout le cas. Ce sont des gens tirés au sort, qui n'ont pas le temps d'apprendre quoi que ce soit, qu'on va balancer où d'ailleurs? Ils vont inspecter des hôpitaux, ils vont aller regarder des séances de piqûres, ils vont regarder BFM tous les jours, ou bien auditionner des médecins. Ça n'a pas de sens. Alors on rejoint du coup l'alibi de la fausse démocratie citoyenne, c'est-à-dire le pouvoir politique qui dit « Ah mais c'est pas nous, c'est le conseil scientifique, ah mais c'est pas nous, c'est les 35 citoyens » pour se défausser. Tout à fait. Parce qu'il faut une démocratie citoyenne réoxygénée, revitalisée, il faut éviter ce genre de gadget. Ces pauvres 35 citoyens, mais le temps qu'ils travaillent et qu'ils réfléchissent, on saura déjà si la stratégie c'est pour ça qu'ils vont rendre leur si rapport l'été prochain. Si voilà, donc ça ne servira à rien pour cette épidémie. À quoi ça rime? Non, là on est vraiment dans le Il y a 380 morts par jour, on va encore faire des rapports. On est le pays où on fait le plus de rapports. On n'arrête pas de faire pour se dédouaner d'une inefficacité.
Donc le contrôle de l'exécutif dans cette campagne de vaccination, il a à être effectué par le Parlement. C'est le Parlement qui contrôle qu'on fasse des missions, des commissions, que le Parlement contrôle le travail. Oui, mais le Parlement, il n'était même pas en amont. C'est-à-dire que le Parlement, il ne s'est même pas chargé de regarder, de vérifier ce qui était mis en place pour la stratégie de vaccination. L'opposition a d'ores et déjà demandé au ministre de la Santé de rendre des affaires sociales qui gère la santé. Ces députés qui représentent le peuple, ils peuvent pas être là pour dire des choses. Ça veut dire qu'ils servent plus à rien. Parce que ce que fait Macron aujourd'hui, excusez-moi, le président de la République, c'est très clairement dire vous ne servez à rien et vous ne représentez pas le peuple. Laissez-moi faire. Je vais prendre des citoyens que je vais choisir pour gérer la France. Excusez-moi, mais je serais député, je serais un peu vexé quand même. Ça veut dire que vous seriez tiré au sort, vous auriez refusé de siéger aussi dans le comité vaccination. Absolument. Par contre, s'il prend 35 médecins généralistes et que je vais lui expliquer comment ça se passe vraiment sur le truc, je serais d'accord pour lui dire comment ça se passe et comment il faut faire. Parce que c'est nous qui allons dire aux gens d'essayer de se faire vacciner, parce que c'est pas encore gagné cette histoire, d'accord ? Et c'est pas les 35 personnes qui feront cette chose-là. Voilà. Maintenant, je vais dire quelque chose. Si la convention, là, au niveau de l'environnement, qui aboutira dans la Constitution, eh ben allons-y, mettons aussi la vaccination du Covid-19 dans la Constitution française. Je veux dire que c'est ridicule. On est arrivé à un moment où on n'arrive plus à faire des choses comme pour l'environnement, on va le mettre dans la Constitution. Il faut agir aujourd'hui, pas demain. Agir aujourd'hui, anticiper. Et on ne l'a pas fait aujourd'hui. Et ce comité, je suis désolé, avec tout le respect des 35 personnes qui seront dedans, ne sera totalement inefficace dans cette pandémie. Oui, non, il ne s'agit pas de ne pas respecter les 35 personnes, non, bien au contraire. Mais c'est qu'elles jouent eux-mêmes un jeu de dupes dont elles ne sont peut-être pas conscientes et qui est dangereux pour la démocratie représentative. Parce qu'ils prendront une part de la culpabilité quand ça ne marche pas. C'est ça comment on va défausser. Vous avez vu, c'est vous, mais vous avez peut-être mal conseillé. Je suis désolé. Il y a des élus, c'est les élus qui sont du peuple. Si les peuples veulent changer d'élu, ils changeront au moment des élections. On ne va pas faire une autre gestion au niveau de notre pays. Radia Bakouche. Je pense que je suis d'accord, vous m'avez convaincu, notamment sur la question du temps, de l'efficacité, et on a parlé de changement de stratégie, et puis on est à la course contre la montre, et c'est une question de vie ou de mort actuellement, donc je suis bien d'accord. En revanche, effectivement, je ne mets pas sur le même pied d'égalité cette commission de personnes tirées au sort et la Convention citoyenne pour le climat, où il y a eu un véritable travail justement de démocratie citoyenne hyper important. Donc tous les trois convaincus par le docteur Taureau. Absolument, mais il n'a pas eu besoin de travailler beaucoup pour me convaincre. Je pense que je l'étais dès les 2 premières phrases. En fait. Il a prêché des convaincus, mais ne jetons pas le bébé de la démocratie citoyenne avec l'eau de ce bain des 35 qui Il ne faut pas les appeler quand ça ne va pas seulement. C'est ça le problème. Exactement. On les appelle quand ça ne va pas. L'environnement, voilà. Donc ce soir, qui va vous convaincre, on a réglé le sort de ce collectif de citoyens chargé d'accompagner la stratégie vaccinale. 3e sujet de discussion. Et ça va être la parole à Julie Graziani. La Rave Party et ses 2500 participants. Nous sommes en Bretagne. Les teufeurs arrivent après s'être passé le mot via les messageries cryptées ou pas, les réseaux sociaux. Et ce soir, il y a quand même une personne, l'organisateur, qui a été mis en examen et placé en détention provisoire. On va réécouter le procureur. Cette manifestation a réuni environ 2400 personnes, arrivées au moyen de quelques 800 véhicules. Il s'agit assurément, chacun l'aura compris, d'un comportement irresponsable, profondément asocial et qui est pénalement punissable et sera sanctionné. Alors la parole, 90 secondes pour convaincre, Julie Graziani. Moi, je voudrais vous proposer de réfléchir aux 2 poids, 2 mesures et vous dire est-ce que ça peut cesser, parce que personnellement, je trouve que ça suffit. Alors là, on a un cas parce que c'est la crise sanitaire, donc ça sort dans la presse, mais les rave parties se poursuivent en parfaite illégalité depuis une trentaine d'années, selon un schéma bien rodé qui consiste à faire en sorte que tous les teufeurs s'installent en nombre important avant que la gendarmerie puisse arriver, si bien qu'ils sont mis devant le fait accompli, qu'ils manquent de moyens pour les déloger et qu'ils font le choix de ne pas faire venir de moyens supplémentaires. Et donc ils les évacuent, comme ça a été le cas à Rennes, à la fin de la fête, au bout de 36 heures. Donc ils vous disent effectivement, au début on ne pouvait pas parce qu'on a eu des manifestations d'hostilité, et puis à la fin, au bout de 36 heures, ils sont partis dans le calme. Forcément, ils sont partis dans le calme après 36 heures de fête. C'est pas là qu'ils vont se débattre. Bon, il n'en reste pas moins que d'où vient ce sentiment d'impunité, parce qu'ils ont fait la fête, les verbalisations sont légères, il n'y a qu'une seule personne en garde à vue, bon, donc c'est tout bénef, si je puis m'exprimer ainsi. Alors d'où vient ce sentiment d'impunité ?
des liens, des fêtards avec l'extrême gauche, parce que le milieu des rave parties est extrêmement lié à l'extrême gauche. Et l'extrême gauche, ils ont une astuce qu'on n'a pas, vous et moi, c'est qu'ils savent utiliser la crainte et la culpabilité de la police eu égard au risque de violence policière. Donc ils se mettent dans une situation où, pour les déloger, il faudrait faire usage de violence qu'on va évidemment pas faire. Et de cette sorte-là, ils ont gagné l'histoire. Terminé, convaincu ou pas? J'ai pas exactement compris qui était responsable. Est-ce que c'était les teufeurs ou l'extrême gauche? Moi, sur la question, effectivement, de la mise en place de la rave party, je suis pas à 100% d'accord et je trouve que c'était absolument absurde de découvrir ça le lendemain du Nouvel An, le 1er janvier. En revanche, de là à critiquer et à mettre ça sur le dos de l'extrême gauche, je pose la question de plus de précision. Il y a les liens entre l'extrême gauche, les zadistes, les altermondialistes et le milieu des rave parties est connu, attesté, établi depuis longtemps. On ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Ça veut dire quoi? Qu'on laisse faire? Mais ça veut dire qu'on laisse faire, bien sûr, selon le schéma que je viens de vous expliquer. Mais on laisse faire parce qu'on mais le deux poids deux mesures, c'est-à-dire qu'on verbalise plus facilement. Alors voilà, moi je vous donne un exemple. Un directeur de théâtre ou un patron de bar qui aura peut-être mis deux tables sur la terrasse. Il y a des restaurants qui ont été évacués. Et on laisse faire 2500 personnes. Par la force légitime parce que il y avait un ratio force de l'ordre versus clients ou restaurateurs qui était à l'avantage des forces de l'ordre et qui leur permettait d'opérer de manière calme. Et à l'inverse, là, comme le ratio est déséquilibré, ce qui est organisé en amont... attendez, vous voulez quoi? Que les gendarmes rentrent dans le tas? Non, mais que les gendarmes rentrent dans le tas des 2500 fêtards? Justement, je le veux surtout pas, Alain. Mais c'est bien là où c'est pernicieux, parce que c'est organisé de manière à mettre la force et l'état de droit en échec en amont. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce qu'ils sont débordés par le nombre. Docteur Taureau? Moi, ce que je retiens, c'est quand même la mise en danger de la vie d'autrui. C'est-à-dire que là, on dépasse largement les rave parties et tout ce qu'il y a. C'est vrai que c'est des organisations, les rave parties. Ils envoient des leurres un peu partout. C'est très compliqué pour les forces de l'ordre de faire ça. Alors peut-être qu'on n'a peut-être pas assez de moyens, parce qu'il faut aussi mettre ça. Est-ce qu'on a assez de moyens en France pour gérer ce genre de nouvelles délinquances, d'accord? Je ne crois pas. Mais moi, je dis qu'il faut être exemplaire sur les sanctions. Pour moi, dans ces 2500 personnes, il y aura des gens qui seront positifs, qu'ils donneront à des gens un peu plus vieux et encore un peu plus vieux. Peut-être que ça aboutira à décès de quelqu'un. Il faut que ça soit exemplaire. J'ai bien exemplaire en type de sanctions et pas seulement un petit truc. Il faut que ça fasse mal. Il faut qu'on dise aux gens, en France, aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, où on force des gens à rentrer chez eux à 18h et on les voit pendant 24 heures en train de faire la fête et la musique derrière. Ça veut dire quoi? Il faut que ça fasse mal en termes de sanctions? C'est simple, il va falloir un peu... Je ne sais pas quelles sanctions il va y avoir, mais ça ne va pas être très mal. Il faut que les gens craignent la sanction. Ils ne craignent plus la sanction. C'est ça le vrai problème. C'est que tous ces saufeurs, quand ils sont arrivés... Déjà, ils étaient bien organisés, ils ont fait vite. Non, mais c'est ce que j'appelle le sentiment d'impunité. Mais avant même la crise sanitaire, il y a depuis 30 ans des dégâts environnementaux, des atteintes aux droits de propriété, des problèmes de drogue, de consommation, d'overdose. Et tout ça est laissé complètement à néant parce qu'on ne veut pas intervenir. Surtout que 2500 personnes, voilà, on doit pouvoir le voir. Je veux dire, on a les moyens, on a les satellites, on voit des voitures qui poussent. Est-ce qu'on a les moyens, en fait, tout simplement, en termes de gendarmerie et de police, pour pouvoir aujourd'hui assumer cela? Je ne crois pas aujourd'hui qu'on puisse le faire. Néanmoins, c'est vrai, vous l'avez dit. Pourtant, on avait un ministre de l'Intérieur qui nous avait dit 100 000 policiers et gendarmes seront sur le terrain avant le réveillon de la Saint-Sylvestre. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est ce qui avait été annoncé. Il faudrait aussi qu'en termes de chaîne de responsabilité, il y ait peut-être des enquêtes plus poussées, que ce ne soit pas en effet dirigé que contre les teufeurs, mais qu'on se demande à un moment donné qui savait quoi, à quel stade, qui était en capacité d'intervenir. Et s'il n'y a pas des occasions qui ont été ratées, parce que quand ils viennent installer le matériel et la sonorisation, est-ce que c'est pas possible là, sur ordre du préfet, de dépêcher rapidement un escadron qui prenne le matériel tout de suite, avant que tout le monde ait pu converger sur le site et s'installer? Saisie du matériel et puis terminé, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, il aurait fallu qu'il y ait plus de moyens là-dessus, mais principalement c'est pour des raisons sanitaires et pour les raisons de sécurité que ça entraîne, d'organiser une rave party, de manière la rave complètement... party, finalement, ça vous embêtait pas trop qu'il y ait une rave party dans un champ, sous un hangar du côté de Rennes, à Diabakouche? A priori, les gens ont le droit de faire la fête, les gens ont le droit de se réunir, mais clairement pas en situation sanitaire. Ça fait un an qu'on fait plus la fête. Il loue des endroits qui respectent les normes de sécurité. On peut faire la fête de plein de manières différentes dans le respect de la sécurité. Les rave parties, ça a toujours été des zones de non-droit. Je suis assez convaincu par cette démonstration d'évidence sur la mise en échec des forces de l'ordre, avec deux réflexions
complémentaires, mais qui limitent un petit peu ce raisonnement. D'abord, si la violence ne peut pas rentrer dans le tas, comme vous le dites, si l'État n'a plus le monopole de la violence légitime, c'est parce que l'opinion ne le supporterait plus. Au temps de Clémenceau, il aurait envoyé l'armée, on aurait déblayé ça très vite, il y aurait eu 4 ou 5 morts. Mais c'est comme ça, ils n'ont pas respecté la loi, il y a des morts, tant pis pour eux. C'est fini ça. Aujourd'hui, on n'accepte plus que le sang coule, surtout si ce sont des jeunes, et qu'on tue des gens parce qu'ils ont voulu faire une rave party. Rappelez-vous le drame de Sivens, accidentel selon la justice, qui a mis à terre le projet de barrage pour lequel il y avait un combat depuis des années ou des années. Quand il y a un mort, tous les arguments s'effondrent. On n'accepte plus le monopole de la violence légitime, donc les policiers, quelque part, sont désarmés. Ils ne peuvent qu'attendre que ce soit fini, s'ils n'ont pas réussi à l'interrompre avant. Ça, c'est mon... Comment on fait pour passer par-dessus ce nouveau sentiment? L'opinion ne supporte plus la violence légitime de l'État, et donc l'extrême gauche et d'autres en profitent. Je ne vois pas tellement de solutions pour l'instant. Deuxième réserve, c'était en Bretagne. D'habitude, les rave parties, c'est plutôt l'été. Si on avait dit, bon, la France, dans le Grand Est, l'épidémie, ça va très mal, tout est fermé. Mais en Bretagne, ça va bien, il n'y a pas de surcharge dans les hôpitaux. La fête, elle n'était pas à 2500 à ce moment-là. Non, mais on ouvre les discothèques pour les fêtes de fin d'année. On réserve l'entrée des discothèques aux Bretons. Il ne s'agit pas d'attirer les Alsaciens ou les gens des zones rouges. Mais les Bretons qui le voudront pourront faire la fête, puisqu'il n'y a pas de risque que ça contamine largement dans leur circulation. Il n'y aurait peut-être pas eu cette rêve. C'est peut-être notre politique de santé cloche globale sur tout le territoire qui a amené cette exaction, parce que c'était insupportable qu'on ferme les commerces, les restaurants, les discothèques dans une zone de la Bretagne où il y a très peu de malades. Sauf que Julie Graziani, elle emmène ça sur un terrain politique. C'est-à-dire que, d'après votre raisonnement, si j'ai bien compris, c'est qu'on laisse délibérément faire aujourd'hui une frange de la jeunesse qui est politisé à l'extrême gauche, qui est zadiste, en se disant de toutes les manières, c'est aussi peut-être un moyen de les canaliser, de regarder, de les laisser faire, comme on les a laissés faire à Sivens, jusqu'au drame, à Notre-Dame. Et vous dites cette frange-là de la jeunesse, qu'on peut appeler d'ailleurs la frange insoumise, sans jeu de mots, cette frange-là, elle est plus maligne que l'État démocratique. Et c'est là où je rebondis. Non, mais est-ce qu'elle est plus maligne ou est-ce qu'on la laisse faire? Parce que si on vous laisse faire, c'est pas une question d'être malin ou pas. En fait, c'est un peu des deux. C'est un piège. Et c'est là où je rebondis sur l'argument de Christophe. L'opinion publique, en effet, n'accepte plus la violence ou la brutalité policière. Mais la contrepartie de cette non-acceptation, c'est que nous tous, globalement, nous nous interdisons aussi de faire preuve de violence à l'égard de la police. Quand je fais un sit-in en 2013 avec la Manif pour tous, là, bizarrement, ils n'hésitent pas à envoyer les escadrons de gendarmerie. Nous résistons pacifiquement, on se laisse un peu traîner, mais on ne va pas taper les policiers. Alors que cette frange-là de la jeunesse, et donc ils embarquent tout le monde. Mais comment faire cette frange-là, ils n'hésitent pas, eux, de manière déloyale, je dirais, à exercer cette violence tout en se plaignant quand cette violence leur est retournée. On ne peut pas les arrêter avant, a dit le Conseil constitutionnel, parce qu'on ne peut pas présumer que quelqu'un va faire un délit. On ne peut l'arrêter qu'après un délit constaté. On ne peut pas les condamner après très sévèrement, parce que prouver qui a lancé le pavé ou qui était organisateur, c'est très compliqué. Donc là, on va voir la justice. Mais c'est vrai que c'est techniquement compliqué pour la justice de donner des peines dissuasives. Donc on est en échec juridique par rapport à ce défi de l'extrême gauche. Faisons un comité citoyen pour réfléchir à cette question. Ouais. 35, voilà, 35, non, mais attendez, 35, si vous mettez la mise en danger de la vie d'autrui comme le principal argument retenu contre ce genre-là, ça va faire très mal. Pour chacun, il faut le faire. Parce qu'on ne pourra pas... On voit les 2500 pour tous les participants. Parce que, attendez, la police était derrière, ils ont chopé un par un, ils ont remis les noms. Ils ont les noms. Oui, ils ont tous les noms. Oui, pas tous, il y en a qui sont partis par des chemins de traverse. Peut-être qu'on a laissé il y a 1200 verbalisations. Le problème, c'est vrai qu'on ne pouvait pas intervenir, d'autant plus qu'à ce moment-là, ils étaient sous l'emprise à la fois de l'alcool et peut-être d'autres drogues. Et ça serait parti. On ne pouvait pas le 1er janvier en France faire des blessés. C'est hors de question. Anticiper, c'est mettre des moyens. Hein. Je veux dire, c'est mettre peut-être des satellites. On dit que c'est pas bien, mais les satellites. Mais 2500. Oui, mais les réseaux, on a du mal à les avoir. Vous avez bien vu. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Échec technique et juridique de la démocratie. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas appliquer la loi. Des drones qui brouillent le son. Oui, mais ça brouille aussi les conversations téléphoniques des braves. Je me suis posé une question sur l'électricité. Je me dis, il y a moins de couper. Ils avaient des groupes électrogènes. Voilà, c'était des groupes électrogènes qui étaient arrivés par des camions. Mais vous êtes d'accord avec ce raisonnement de dire qu'aujourd'hui, il y a une complaisance face à cette extrême gauche qui fait la fête, qui occupe, qui va occuper et barricader des lycées et autres aussi, et qu'on laisse faire à Diabacouche ou pas? Je suis pas du tout d'accord. Parce que c'était ça, c'est l'argument de Julie Graziani, c'est celui-là. Je pense pas qu'il y ait une complaisance à l'égard des personnes et des militantes d'extrême gauche. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous citiez notamment l'activisme lycéen, les prises de positionnement. Enfin, les dernières manifestations ont bien montré qu'il n'y avait pas de complaisance à l'égard de
de militantisme d'extrême gauche. Moi, je suis très contente qu'il n'y ait pas eu de mort, que ça a été fait justement... Placidement. Voilà. Il vaut mieux un véhicule de gendarmerie qui soit brûlé, quoi. Non, je n'accepte pas non plus la violence vis-à-vis des personnes gendarmes. Au moins, est-ce que vous êtes d'accord pour reconnaître que ce sont ces groupuscules d'extrême gauche qui ont le monopole de l'exercice de la violence à l'égard des policiers? Non, je ne suis pas d'accord. Qui d'autre? Je pense que, notamment, que ce soit dans des manifestations ou à plein d'égards, à plein de moments, il y a des personnes qui peuvent avoir des attraits de violence à l'égard de la police. On a vu des manifs d'agriculteurs, on a vu de l'extrême droite aussi. La violence. Et ça, c'est pas forcément l'extrême gauche. Les zadistes, c'est l'extrême gauche. Oui, mais les zadistes, l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes, elle n'a jamais eu lieu finalement. Elle s'est jamais produite. Pour les mêmes raisons, parce qu'on craignait les violences. Mais moi, je veux bien tout, mais je commence à avoir une liste qui est assez longue. Sûr. Non, mais il n'y a pas, je dirais pas un monopole parce que la violence se répand dans beaucoup de manifestations et parmi les gilets jaunes, il n'y avait pas que des gens d'extrême gauche même parmi les violents. Mais c'est vrai qu'ils sont actionnaires majoritaires, si j'ose dire, ces gens d'extrême gauche, dans cette violence qui met à défi l'État parce que les violents savent que l'État ne peut pas riposter à la hauteur. Parce que l'opinion ne tolérerait pas les morts. Donc il faut que la démocratie invente des moyens d'intervenir avant, par de la surveillance, des moyens d'intervenir après et d'être dissuasif, et peut-être aussi des moyens de rassurer cette société. Ou alors, je dis que si on avait laissé la France de l'Ouest épargnée par l'épidémie la plus virulente, respirer un peu pendant les fêtes... Non, mais vous auriez la France de l'Est qui aurait ensuite dénoncé... Non, parce que vous réclamez... certificat de domicile et un test de moins de 24 heures. Et vous aviez des fêtes en discothèque avec des établissements professionnels sécurisés. C'est pas les mêmes. Vous n'auriez pas eu 2500 personnes dans le froid à cet endroit-là. On aurait pu canaliser et délégitimer. Il y a un moment où l'illégalité a fini par changer le paysage juridique. C'est les radios libres à la fin des années 70. Oui, mais... C'était totalement illégal, la police poursuivait les émetteurs et puis un jour... alors, est-ce que c'est pas cette illégalité qui a attiré les gens? Aussi, la transgression. Bah oui, bien sûr. La transgression, c'est-à-dire on nous impose quelque chose, et nous on va y aller parce qu'on est des guerriers, on est jeunes et on est plein d'hormones. C'est exactement ça. Une soupape enlevait cette idée de la transgression. Le seul moyen de transgresser, c'était d'aller dans cette fête. Tout à fait. On aurait dû lâcher un peu la bride dans les régions concernées, à faire la même règle pour 66 millions de Français alors qu'ils n'ont pas le même risque. Le problème maintenant, est-ce qu'il y aura la sanction à hauteur? Ça, c'est toute la question. Il faudra suivre ce qui se passe derrière. Est-ce qu'elle vous a convaincu, l'axis des autorités ou pas? Non. Christophe Barbier? Hélas, oui. Loïc Taureau? L'axis des autorités, bougez pas. C'est pas la police, les autorités, si, c'est ça? La police exécute les ordres. Sur ordre politique. Voilà. C'est plus une impuissance qu'un laxisme, d'ailleurs. Voilà. J'ai un oui, j'ai un non, j'ai un oui. Il y a des jokers, non, il n'y a rien. Non. Convaincu ou pas? Si vous dites laxisme ou impuissance, je m'en trouverai satisfaite. Alors, je vous donne l'impuissance. Allez, elle a réussi à convaincre Julie Graziani. Dernier sujet de discussion. Et c'est Radia Bakouche. Est-ce qu'elle va vous convaincre que si on laisse les messes se dérouler, il faut aussi ouvrir les théâtres et les cinémas? Avant d'écouter vos arguments, Radia, on va écouter justement un patron de salle de spectacle. Tout le monde est un peu désespéré de savoir quand est-ce qu'ils veulent retourner travailler, quand est-ce qu'on va pouvoir rouvrir. Pour la programmation, c'est comment est-ce qu'on s'organise. Donc tout est à l'arrêt. Donc il y a le drame d'être arrêté et puis le drame de ne pas savoir quand est-ce qu'on ouvre. Et c'est un directeur de théâtre, parce que normalement, ils avaient un horizon. Il y avait même une date qui était écrite, c'était celle du 7 janvier. On peut aller à l'église, mais pas au cinéma. On peut aller au temple, mais on ne peut pas aller au théâtre. Radia. Alors justement, les établissements culturels sont restés fermés donc le 15 décembre et ils attendaient cette date du 7 janvier qui n'arrive pas. Et donc, cette richesse culturelle reste fermée, reste vécue à l'individuel, chacun chez soi, sur son ordinateur, à la rigueur sur sa télévision, mais l'ensemble de la société française, et pas seulement d'ailleurs les acteurs et les actrices de la culture en France, en pâtissent. Et ainsi, j'avais envie de proposer justement cette proposition en disant, s'il y a la liberté de culte, s'il y a l'ouverture des lieux de culte, il devrait également y avoir l'ouverture des lieux de culture, puisque la liberté de pratiquer son culte collectivement a été sujet à débat. Il y a eu beaucoup de débats, il y a eu des fermetures, il y a eu une réduction à seulement 30 personnes dans les lieux de culte. Et pourtant, il a été décidé aujourd'hui que cette liberté soit garantie. Ces lieux de culte qui sont
des lieux collectifs, du lien, du spirituel, de prière sont restés ouverts et tant mieux. Je ne remets pas en question cette liberté-là, bien au contraire. Mais si la liberté de culte c'est pas la même chose que la liberté de culture. Moi, je considère qu'il aurait été très très fort symboliquement que la France justement décide de désigner comme prioritaire ces lieux de culture, en faire des lieux essentiels, et que la liberté collective d'aller prier, il y ait aussi une liberté collective d'aller se cultiver. L'art, la culture et le patrimoine sont déterminants dans la construction de notre citoyenneté, et je considère qu'on peut faire confiance aux lieux de culture autant qu'on a fait confiance aux lieux de culte. Julie Graziani. Alors, moi, je comprends tout à fait l'argument selon lequel il y a des gens pour qui c'est aussi profondément important, intimement, d'aller au théâtre ou d'aller à la messe. Enfin, je comprends qu'on puisse les mettre sur le même plan. Ceci étant dit... Différence de traitement, quand même. Bien sûr, il y a une différence de traitement, mais que j'assume pour des raisons constitutionnelles et historiques. Pour des raisons constitutionnelles, parce que la liberté de culte est un droit garanti par la Constitution et pas la liberté d'aller au théâtre, parce que sinon on tombe dans un relativisme total, toutes les libertés, toutes les envies se valent. Moi, j'ai très envie d'aller au restaurant, par exemple, peut-être même plus que d'aller à la messe. Et la deuxième raison, c'est historique, c'est que les religieux en France ont souvent eu un rapport compliqué et conflictuel avec l'État. Toutes les religions, elles ont toutes souffert de l'emprise du public, de l'autoritarisme de la puissance publique à un titre ou à un autre, et parfois de manière extrêmement douloureuse. Et je pense que pour cette raison-là, qu'il y a un traitement de faveur en compensation des injustices subies passées, ça me paraît normal. Christophe Barbier. De l'an 345, lors du concile qui s'était tenu au sud de Séville, à Elvire, jusqu'en 1749, édit de l'évêque de Soissons, les comédiens ont été excommuniés en France. Donc l'Église gagnait la manche par rapport au théâtre dans leur rivalité transcendantale. On pourrait presque voir cette affaire de Covid comme un match retour, et l'Église reprend la main après les 200 ans de liberté absolue pour les comédiens. Il y a des différences juridiques, c'est incontestable. Julie Graziani les a bien exposées, qui peuvent faire comprendre la décision du pouvoir, le culte oui, les théâtres, la culture non. Néanmoins, là, nous ne sommes pas dans un problème de droit pur, nous sommes confrontés à une épidémie. Donc la réponse, elle doit d'abord être technique. Relisons ce qu'a dit le Conseil d'État quand il a dit aux acteurs de la culture, non, on maintient la fermeture, le gouvernement a bien travaillé. Il a bien spécifié, au passage de cette demande, que les lieux de culture étaient des lieux sûrs et que seule la situation sanitaire globale pouvait expliquer la fermeture des théâtres et des cinémas. Mais qu'en aucun cas, on ne pouvait faire un procès spécifique à ces lieux de culture comme étant des lieux de contamination. Donc, messieurs les ministres, messieurs du pouvoir, si vous voulez proroger cette fermeture trop longtemps, il faudra nous expliquer concrètement pourquoi aller au théâtre, aller au cinéma, c'est dangereux. C'est-à-dire que maintenant, ça ne tient plus. Si le gouvernement Alors veut pourquoi prolonger... est-ce qu'on a fait cette différence? Parce qu'elle a raison dans sa démonstration, Radia Bakouche. La différence est très simple. C'est que les théâtres, c'est une activité commerciale. On peut indemniser et donc réparer les dégâts que l'on fait. L'Église, comment voulez-vous que l'État indemnise la perte à partir du moment où il n'y a pas de perte économique? Deuxièmement, il y avait une puissante force organisée au service des cultes, d'abord tous les cultes avec leurs représentants, mais aussi tous les croyants qui étaient derrière. Le gouvernement a eu peur. Des spectateurs de théâtre qui vont les manifester dans la rue, on en a vu assez peu, et c'était des manifestations assez sympathiques. Pourtant, la gauche y est très représentée. Ouais. Donc, le gouvernement a choisi le moins dangereux pour lui. Alors, à titre provisoire, puisqu'on peut accompagner les théâtres, ça peut se comprendre. Maintenant que nous rentrons dans une autre phase du combat contre le virus, avec les vaccins qui arrivent, une prophylaxie différenciée selon les endroits, ça n'est plus acceptable. Il faut que le 7 janvier, dans 3 jours, le gouvernement dise, bon ben voilà une date pour la réouverture. Ouais. Mais il ne s'agit pas de dire demain matin. Ouais. Il s'agit de dire le temps de juguler l'épidémie. Vu notre stratégie, on peut vous dire qu'au 1er mars, tous les théâtres rouvriront avec des protocoles sanitaires. Ça ne sera pas le Festival d'Avignon ouvert à tous les vents. Mais avec des protocoles sanitaires, on reprend la vie culturelle dans les salles et bientôt dans les Alors, 2 poids, 2 mesures, culte et culture, même combat? Ah non, c'est pas tout à fait le même combat, comme vous l'avez expliqué. Déjà, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, sans parler pour l'instant de médecine, c'est est-ce qu'il y a plus de risque d'attraper la Covid dans un lieu culturel ou dans un lieu où il y a une religion? Ça n'a jamais été prouvé pour l'instant. Néanmoins, on est obligé de fermer des choses et on fait des choix. Le culte, c'est différent. Le culte, c'est un endroit où vont les gens pour prier, où il y a souvent des décès, où ils vont prier pour des gens, donc c'est totalement différent, c'est une approche totalement différente. Et quand il y a des choix à faire, on fait les choix. Je parle un peu du spirituel, mais même la santé des gens, c'est le corps et le spirituel. Et là, il faut laisser un endroit où les gens puissent aller prier, puissent aller pratiquer leur religion, et c'est important. Maintenant, c'est vrai, vous parliez des vaccins, peut-être que ça avait évolué rapidement. Vous savez, si
une fois qu'il aura démissionné. Enfin, attendez, docteur Taureau, une seconde. On peut pratiquer chez soi aussi. Hein. Oui, mais non, mais attendez, on peut pratiquer chez soi. Si c'est une question de foi, le croyant, si on lui dit là où vous voulez, normalement vous vous rassemblez face à telle iconographie ou pas, c'est fermé. L'iconographie, vous pouvez la mettre sur le rebord de la fenêtre, sur votre lit, et puis vous priez et vous vous recueillez de la même manière. Vous n'avez pas forcément besoin. Pour les autres, je sais pas, mais pour les catholiques, c'est pas possible. On a besoin d'un prêtre, pas de prêtre, pas d'Eucharistie, ou alors il faudrait que chaque famille fasse venir un prêtre chez soi, mais il y en a pas. Vous avez beaucoup de catholiques qui ne font pas l'Eucharistie aussi, qui sont simplement chez eux. Non, mais ça n'a rien à voir. Entre prier chez soi et aller à la messe, vraiment, ça n'a rien à voir. Vous mettez dans la perspective d'un croyant peu pratiquant, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin des offices, de la confession, de l'Eucharistie, des sacrements. C'est vrai. Je suis plutôt un cinéaste plus pratiquant que croyant, vous voyez. Donc moi, je rejoins assez là-dessus. Mais moi, je ne suis pas pour la fermeture des lieux de culte. Non, mais c'est pour l'ouverture. Mais vous dire, il y a le streaming pour le théâtre et puis il y a les DVD pour le cinéma. Et évidemment, c'est une réponse que les vrais cinéphiles n'accepteront pas. Donc on ne peut pas faire des différences dans la pratique de ces deux. On aurait peut-être pu réfléchir à certains endroits qu'on aurait pu ouvrir sous surveillance, je veux dire, faire des expérimentations sur des musées. Oui, vous surveillez tout le monde, vous, Taureau. Et notamment, là encore, dans les docteur Taureau, vous surveillez tout le monde. Moi, je surveille. Il veut tester tout le monde, surveiller tout le monde, fliquer tout le monde, droner tout le monde. Moi, je veux que cette pandémie s'arrête. Donc, je surveille surtout ce virus qui est en train de muter. Et vite, je veux lui couper les pattes pour pas qu'il aille plus loin. Ouais. Donc, alors, est-ce qu'on rouvre les théâtres et les cinémas ou pas? Comme on a rouvert les lieux de culte. Par cas. Évidemment, si c'est un théâtre, les lieux de culte, on n'a pas fait de cas par cas. On a dit, vous pouvez rouvrir avec un protocole totalement différente côté psychologique et d'aide à la personne en cas de souffrance. Ça n'a rien à voir. Nous sommes dans une souffrance psychologique aujourd'hui. Ça, je suis bien d'accord. Et c'est les cultes, c'est les religions qui peuvent aider les gens à sortir de cette souffrance. On est tous... aller au cinéma, ça aide aussi à sortir de la souffrance. Aller au théâtre aussi. Le spirituel n'est pas l'apanage des religions. Enfin, on peut je suis d'accord avec vous. Se nourrir spirituellement et se nourrir à plein d'autres égards dans les domaines de la culture. Et pourtant, Dieu sait que je défends aussi la liberté, bien sûr, de pratiquer son culte collectivement, de manière essentielle. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment sur le côté, il manque quelque chose. Il manque aussi le rapport à la culture, à l'art, au patrimoine, et qui fait aussi notre société française. Si ça peut vous consoler, les ouvertures de lieux de culte sont quand même soumises à des restrictions tellement drastiques que certains ont pu dire aussi que c'était des autorisations données en trompe-l'œil. Oui. Quasiment. C'est vrai, c'était d'abord 30, ils ont dû aller au Conseil d'État pour obtenir plus, ça n'a pas été simple. Mais la vérité est sortie de la bouche du docteur, si j'ose dire, c'est que le gouvernement voulait limiter la circulation des personnes et les interactions sociales. Il fallait choisir des cibles pour faire quantitativement baisser le nombre de gens qui circulent et qui se parlent. On a pris la cible la moins dangereuse électoralement pour le pouvoir. On a pris la cible des spectateurs de théâtre et de cinéma. Les jeunes qui vont au cinéma, l'électorat macroniste, est sans doute moins puissant et ils votent moins, ces jeunes-là, que les personnes âgées. Alors là, c'est pas un argument en votre faveur, docteur Taureau, parce que normalement, c'est les sanitaires. Puisque c'est ce que dit Radia. Si on vous autorise à pratiquer votre culte dans des normes sanitaires bien précises et bien posées, on doit pouvoir aussi aller dans la même salle qui peut être celle du théâtre ou celle du cinéma. Tandis que là, soit on écoute l'argument sanitaire et à ce moment-là, on ouvre pour tout le monde, soit on écoute l'argument politique. Or là, on écoute le politique et pas le sanitaire. Je vous dis que les cultes apportent quelque chose au point de vue sanitaire. Non, mais ça, c'est... Oui, mais maintenant, on a fait un choix. On va faire le... Le fil rouge, c'est le sanitaire aujourd'hui. Oui, alors si c'est sanitaire, il faut garder les cultes ouverts, tout simplement, parce que ça... Et les théâtres et les cinémas. Et les théâtres aussi, mais pas tous. Il faut surveiller. Il faut faire de l'adaptation. Si la salle est au sous-sol avec les gens, c'est pas possible. Si c'est un grand théâtre ou un grand musée où on met 10 mètres entre les personnes, on l'ouvre, c'est tout. Il faut savoir faire du local. On n'a pas su faire du local et de l'anticipation. On est toujours en retard. Et donc, on vient à chaque fois à la queue. Il faut un jour qu'on anticipe ce virus. Il faut faire du local. Et entre les lignes, les décisions du Conseil d'État, c'est cela. Vous avez fait un choix politique, pas sanitaire. On l'a bien compris, on vous couvre parce que c'était quand même un peu la panique et on n'a pas les bons instruments. Attention, dans quelques semaines, quand on sera en décrue de l'épidémie, ça ne sera plus possible de faire 2 poids 2 mesures. Alors, est-ce que Radia Bakouche vous a convaincu? Est-ce qu'on rouvre les théâtres et cinémas comme on a rouvert les lieux de culte? Oui, non? Non, pour l'instant, c'est pas possible. Mais le plus vite possible, mais là, tout de suite, non. Pas pour le moment. Docteur Taureau? Non, l'État n'a pas le moyen de surveiller ces salles de spectacle, ces salles de culture. Les dirigeants de ces salles sont éminemment responsables, pas une contamination entre les 2 vagues. Oui, il faut rouvrir les théâtres le plus vite possible, c'est-à-dire début février. On terminera sur un match nul, première édition de Qui va vous convaincre. On se retrouve demain 20h. Merci messieurs, dames d'être passés par BFM TV, ce Qui va vous convaincre.